Et les Morbihanais, je vous écoute. Et les Bretons, tous ensemble. Et la Loire-Atlantique, paraît-il, oui, monsieur. L'heure est à l'union des droites. Bon, je me présente parce que je ne connais pas tout le monde et je ne pense pas que tout le monde me connaît. Je suis Franck Chevrel, je suis le chargé de mission régionale. Et je tiens à ce titre à remercier Nicolas de m'avoir offert ce poste. C'est une vraie fierté pour moi d'être à la tête des fédérations, à la tête de la Fédération du Morbihan bien sûr, mais aussi de pouvoir travailler sur l'ensemble de la Bretagne. Et je voulais tout d'abord remercier Nicolas d'être venu depuis sa Normandie et se joindre à nous, et je le remercie à nouveau. Merci beaucoup Nicolas. Je tiens aussi à remercier Stanislas, que vous connaissez tous sans doute, Stanislas Rigaud, qui est le responsable de Génération Z et qui motive tous les jeunes à venir nous rejoindre. Je tiens aussi à remercier le propriétaire des lieux. Nous sommes sur un lieu spécifique, ça ne vous aura pas échappé. Vous avez pu voir ce magnifique monument à Sainte-Anne-d'Auray qui s'appelle le monument du comte de Chambord. Donc à son sommet, vous avez celui qui aurait pu être Henri V. Je vous laisse regarder, vous apprendrez, vous verrez pourquoi il ne l'est pas. À cause des drapeaux bleu, blanc, rouge. Mais on souhaite, nous ici, rassembler à la fois la République et la monarchie. Donc tout le monde est le bienvenu. Merci. Je voudrais aussi remercier une femme en particulier qui fait semblant comme voir, qui s'appelle Joëlle Bergeron, notre ancienne députée européenne, tout comme Nicolas l'est aujourd'hui. Je veux qu'on la remercie parce qu'elle a travaillé énormément sur la constitution, l'organisation de la Fédération du Morbihan. Bravo à Joëlle Bergeron. Un dernier remerciement s'adresse à Philippe Millot, qui n'est pas présent encore, mais qui devrait arriver. Philippe Millot, j'entends des sons qui me plaisent, voilà, Philippe a créé, organisé, avec l'aide évidemment et sous l'égide de Nicolas, les 4 fédérations bretonnes, nous a énormément aidé pendant nos campagnes législatives et Dieu sait s'il y avait besoin. Il n'est pas présent encore, il va arriver, mais je vous demande d'applaudir Philippe Millot. Merci. Bon, voilà pour les bonnes nouvelles. Mais tout n'est pas parfait, ça vous aura pas échappé que ces derniers temps, c'était quand même un peu le bazar. Alors moi, je voudrais vous en parler. Parce que ça fait moins de 100 jours. Ça fait moins de 100 jours que Macron est au pouvoir en France pour son 2e quinquennat. C'est une véritable catastrophe. Éric Zemmour a parlé récemment de prémices de guerre civile. On s'est réellement retrouvé dans cette situation-là. C'est un véritable drame que la France vient de vivre. Et je veux vraiment qu'on ne passe pas à côté de cet élément-là. Et je me demande, et j'interroge tout le monde, que va-t-il se passer pendant les 4 prochaines années? Pendant les 4 prochaines années, à quoi aurons-nous droit? C'est quand même un vrai drame, surtout que ça ne vous aura pas échappé que ça s'est arrêté au bout de 4 jours. Ça s'est arrêté d'une manière assez miraculeuse finalement. À cause de quoi? À cause des forces de l'ordre, certainement. 40 000 policiers, c'est énorme. Mais pas uniquement à cause de ça. Ça s'est aussi arrêté parce que les patrons des cartels de drogue en France ont décidé d'arrêter. Mais où est le maintien de l'ordre dans notre pays? Qui décide aujourd'hui? Où est le pouvoir? C'est vraiment important, il faut absolument être focus sur ce point-là et savoir qui dirige la France aujourd'hui et qui est capable de faire des émeutes ou pas. En résumé, le lien entre immigration et délinquance est évident. Il n'y a plus aucun doute aujourd'hui. On sait pertinemment ce qu'il est en train de se passer. Alors, on se retrouve dans une situation où on nous a parlé d'immigration incontrôlée. On a aujourd'hui une situation où on est dans une immigration incontrôlable. On ne sait plus comment gérer ces gens-là. Ça devient un véritable drame. Et surtout que le maintien de l'ordre aujourd'hui est décidé par les patrons des cartels de drogue. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire quand la France perd ses pouvoirs régaliens. Ensuite, on nous parle, Gérald Darmanin nous explique, comme il nous a déjà expliqué, que c'était les Anglais du Stade de France. Là, aujourd'hui, c'est Kevin et Matteo. On se moque du monde. On se moque du monde. On sait pertinemment qui est à l'origine de tous ces problèmes. Et je pense qu'il faut vraiment rester le doigt sur cet élément-là.
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la loi SRU, ça vous parle, vous avez dû entendre parler, visait à créer un équilibre social dans chaque territoire. C'était censé en fait diluer l'immigration dans le pays. Aujourd'hui, ça n'a pas dilué l'immigration, ça l'a diffusée. Elle est partout, dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque petite ville. On a eu des émeutes absolument partout. Donc, on a beau déverser des milliards et des milliards en banlieue, ça ne sert absolument à rien. Ça n'a fait qu'envenimer les choses. En détruisant la valeur travail, on reste tranquille à la maison et on touche de l'argent, en cultivant ainsi l'assistanat et surtout le relent anti-français. Alors qui sont aujourd'hui ceux qui nous posent problème? Évidemment, il y a Mélenchon. Il ne faut pas toucher aux librairies, il ne faut pas toucher aux écoles, il ne faut pas toucher aux bibliothèques. Par contre, allez-y, franchement, vous pouvez taper autant que vous voulez sur les flics et sur les blancs. Ça pose aucun problème. Donc honte à ce type-là. Mais le pire, c'est pas lui. À mes yeux, évidemment, Macron, ai-je besoin de vous en parler? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de fans de M. Macron ici. Ça me semble une évidence. Quand je pense que j'ai pris un PV de 135 € parce que je suis sorti sans mon autorisation pendant le Covid, souvenez-vous. Là, et aujourd'hui, on peut brûler des commissariats, on peut brûler des poubelles, on peut brûler des voitures. Là, on risque absolument rien. C'est quand même un vrai drame. Et je voudrais vous parler aussi des Républicains. Ma famille politique initiale. Je suis issu de ces gens-là. Et j'ai un problème. J'ai un problème avec les dirigeants LR et leur soumission, le terme est choisi, et leur soumission au cordon sanitaire. Ça fait des années que François Mitterrand a inventé ce système-là, interdisant les droites de se rassembler. Et c'est le vrai problème aujourd'hui. Et le problème, c'est que les LR ont une forte responsabilité dans ce système-là. Au nom de quoi n'y aurait-il pas alliance entre les gens du Rassemblement national et les gens du Parti des Républicains? Au nom de quoi? Au nom d'une idéologie qui date de 40 ans. On doit pouvoir lutter contre ça. Ici, la moitié d'entre vous est issue du Rassemblement national. L'autre moitié est issue des Républicains. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver tous ensemble. Et ça doit continuer. Et on doit créer l'union des droites. Sur 59 députés républicains au Parlement aujourd'hui, 40 n'ont pas voté la dernière motion de censure. Sur 59, 40 n'ont pas voté la dernière motion de censure. Ce qui sous-entend que si 9 de plus, vous avez forcément les chiffres en tête, si 9 de plus avaient voté, on se serait retrouvé dans une situation avec une dissolution de l'Assemblée nationale. On méritait cette dissolution, on méritait d'avoir à nouveau des élections législatives. Mon problème avec les LR, c'est qu'effectivement, ils sont de droite que le jour des élections. Le reste du temps, ils nous oublient. La preuve en est, c'est que s'ils avaient dû faire, ils auraient pu faire, ils avaient le temps de faire. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel avec les LR. Nous sommes d'accord sur la démesure de la dette. Nous sommes d'accord sur la désindustrialisation de la France. Merci Stanislas. Sur la sécurité de nos enfants, nous sommes d'accord sur l'éducation de nos enfants qui part de travers. Sur la fin de l'impunité des délinquants. Sur la fin de l'immigration incontrôlée, peuple de droite, LR, RN, rejoignez Reconquête. L'avenir, c'est Reconquête. Ici, nous fêtons aujourd'hui le 14 juillet, avec un peu de vent, avec des tonnelles un peu capricieuses. Mais nous fêtons le 14 juillet, à l'heure où en France, de nombreuses villes ont décidé d'arrêter, ont décidé de renoncer aux feux d'artifice, aux festivités habituelles. C'est un véritable scandale. Continuons à nous battre, continuons à faire ce que nous faisons. Parce qu'en plus, il existe des solutions. Il existe des solutions pour être en paix dans ce pays. La première, c'est de limiter le droit d'asile à son idée originale. À quoi sert le droit d'asile? Le droit d'asile sert à protéger les gens qui en ont besoin. On n'est plus du tout dans ce système-là. Le droit d'asile est complètement fourvoyé. Il faut instaurer des cautions obligatoires. On doit payer minimum 10 000 € avant de rentrer dans ce pays. Ça semble la base. Et puis surtout, on n'a plus les moyens d'entretenir ces gens-là. On n'a plus l'argent. C'est plus possible. On est taxé de partout. On est le premier pays au niveau des taxes, au niveau de l'OCDE. Ça doit absolument s'arrêter. Donc il faut supprimer les aides sociales qui sont déversées
à hauteur de milliards et de milliards sur les différents quartiers, sur toutes ces personnes qui n'apportent rien du tout à la France. Enfin, il faut organiser des campagnes d'information dans leur pays, leur expliquer qu'ils n'ont rien à faire ici, que ça ne nous sert à rien. Ils vont arriver ici, ils vont finir sur la colline du Crac ou sous les tunnels, et ils n'auront comme choix que de devenir délinquants parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Ils ne nous servent à rien et on ne leur sert à rien. Enfin, il faut interdire la régularisation de tous les clandestins. Arrêtons ça. On nous explique qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a besoin de main-d'œuvre alors que les 3/4 des immigrés en France n'ont pas de travail. À quoi ça va servir d'en faire venir, ou en tout cas de légaliser la présence de certains? Ça sert absolument à rien. Je propose aussi qu'on renvoie les fichiers S dans leur pays. Même chose, c'est du terrorisme, ça nous sert à rien. Et enfin mettre fin au dispositif des mineurs isolés avec un test, un véritable test qui peut être fait pour savoir quel âge ont réellement ces gens. Enfin, j'en conclurai par ça. Nicolas un jour m'a dit quelque chose qui m'a marqué et que je voudrais vous répéter. Il y a ceux qui donnent à la France, il y a ceux qui prennent à la France. Il y a ceux qui ont des devoirs et il y a ceux qui ont des droits. Nous, peuple de droite, nous avons des devoirs et nous donnons. Ces gens-là sont des voyous qui font exactement l'inverse. Et j'en terminerai par une phrase. Lorsque les pères s'habituent à laisser les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Cette phrase n'est pas d'Éric Zemmour, cette phrase est de Platon, elle a 2500 ans. Merci à tous. Je laisse la parole à Stanislas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être ici en Bretagne avec un temps en plus en accord avec l'image que l'on se fait de la Bretagne. Un soleil rayonnant, une transpiration évidemment haletante. Donc, merci pour ce petit coin de paradis. Plus sérieusement, un grand merci évidemment à Franck pour son accueil et pour l'organisation. Merci à toutes les équipes bénévoles qui nous permettent d'être ici aujourd'hui à cette deuxième fête des menhirs. Cette fête des menhirs en plus avec autant de monde parce que je crois, sans me tromper, que vous êtes plus de 350 aujourd'hui ici. C'est quasiment le triple d'un meeting d'Anne Hidalgo ou d'un meeting de Valérie Pécresse. Pour cela, merci. Merci d'être là. Bravo. Parce qu'au moment où les Sandrine Rousseau, au moment où la NUPES est en train de rameuter des gens pour venir aux manifs de Traoré, nous avec Reconquête, on se rassemble pour fêter la fête nationale, pour être entre patriotes, pour être entre gens de droite, pour être entre avec des gens qui ont envie de sauver le pays. Ici, pas que dans le Traoré, mais que des Bretons solides, des Bretons qui veulent relever le pays. Merci également à toutes les personnes qui tout au long de l'année ont pu s'engager auprès de Reconquête, ont continué le combat, parce que souvenez-vous, il y a plus d'un an, les médias, avec BFM en tête, Libération, Mediapart, Quotidien, et toutes ces charmantes personnes nous expliquaient avec beaucoup de conviction que Reconquête, c'était terminé. Ils nous expliquaient, il y a plus d'un an, que Reconquête avait qu'une chose à faire, c'était remballer ses affaires et rentrer chez soi. Eh bien, l'heure du bilan a sonné, un an plus tard, et force est de constater qu'une fois de plus, BFM TV avec tout ça, a encore fait preuve de stupidité et s'est encore trompé. Parce que après un an d'existence, Reconquête est plus fort que jamais, Reconquête est plus motivé que jamais, et vous êtes encore plus nombreux qu'avant.
Donc ces prédictions honteuses de la part des médias qui ont voulu nous enterrer se sont avérées fausses, mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que vous avez été excellents tout au long de l'année et parce que nous n'avons rien lâché face à ces calomnies, ces insultes, mais surtout, nous n'avons pas cédé aux pressions des militants d'extrême gauche, nous n'avons pas cédé aux attaques de la presse, de nos adversaires qui sont toujours plus virulentes. Et je sais que certains Bretons étaient à Brest il y a quelques semaines, et je veux les saluer parce qu'ils ont eu à faire face à des centaines de racailles d'une violence assez incroyable. Et si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes très motivés. Et je peux vous assurer qu'une fois au pouvoir, ces milices d'extrême gauche, nous nous en occuperons avec une fermeté et un malin plaisir, parce que ces gens-là n'ont pas à imposer leurs lois dans ce pays, elles n'ont pas à terroriser d'honnêtes gens, elles n'ont pas à attaquer les patriotes. Si elles veulent se rendre utiles, qu'elles aillent calmer les émeutiers qui pillent, qui brûlent et qui cassent. Parce que quand j'entends à longueur de temps que Reconquête et Éric Zemmour c'est la guerre civile, et qu'on voit les images, qu'on voit les poubelles, qu'on voit les magasins pillés et brûlés, mais pardon, je posais une petite question, mais qui a participé aux émeutes ces derniers jours ici à Reconquête? Il y a peut-être des Mathéo et des Kevin dans l'Assemblée, je les salue, ils sont les bienvenus ici, mais sans me tromper, j'ai peut-être pas une bonne vue, et j'ai pas l'impression d'avoir croisé beaucoup de militants ou adhérents Reconquête en train de voler ou de piller un Aldi ou en train de se barrer avec une paire de Nike. Ou alors, vous avez été très discret. Je vous dirais, c'est l'avantage des cagoules. Avec une cagoule, on peut facilement être discret. Et ces émeutiers ont eu une vertu, une seule. C'est qu'elles ont permis à beaucoup de Français d'ouvrir les yeux. Elles ont permis à beaucoup de Français de se rendre compte qu'Éric Zemmour n'était pas dans un fantasme, qu'Éric Zemmour n'était pas en train de raconter n'importe quoi, que les choses dont parlait Éric Zemmour sur l'immigration, sur ces conquêtes de territoire menées par des étrangers sur notre sol, est réelle. Que la violence que ces gens-là veulent imposer dans notre pays, elle est réelle. Que les militants d'extrême gauche qui participent à l'escalade de violence des racailles dans les banlieues, c'est réel. Eh bien, si cette chose-là n'a une seule vertu et permet aux Français de comprendre qu'il faut se bouger et qu'il faut voter pour les bons candidats, au moins nous aurons avancé. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas envie, parce qu'on le fait régulièrement, mais je n'ai pas envie d'avoir un discours fataliste, expliquant que la situation est compliquée. Oui, vous le savez, elle est compliquée, elle est extrêmement préoccupante. Mais je crois qu'on doit, avec Reconquête, être des sentinelles certes, mais aussi d'être porteurs d'espoir. Nous devons être le parti de l'espoir. Le parti qui va redonner de nouveau envie aux Français de se battre pour défendre leur sol, pour défendre leur famille et pour défendre les leurs. Nous devons avoir un message positif dans les prochaines semaines. Si nous devons être évidemment extrêmement réalistes sur ce qui se passe, nous devons avoir un discours d'entrain. Nous devons aller chercher nos compatriotes, nous devons aller chercher nos voisins, nos camarades de classe pour les plus jeunes, nos collègues de boulot, nos voisins de palier, le boulanger de chez nous, le supermarché, les gens qui y travaillent. Nous devons aller chercher tout le monde. Parce que si nous avons réalisé un score plus qu'honorable, qui dépasse le Parti Socialiste et les Républicains réunis, nous devons d'être encore plus nombreux pour la prochaine campagne. Les Européennes approchent à grands pas et nous aurons besoin de tout le monde. Alors, dans les prochaines semaines, les prochains mois, chacun d'entre nous doit avoir ce rôle de militant, doit servir la cause au quotidien. Chaque jour, nous pouvons convaincre de nouveaux Français. Chaque jour, nous pouvons ramener des citoyens à Reconquête. Chaque jour, nous pouvons alerter sur la situation du pays. Ce travail-là, évidemment, nous pouvons le faire au niveau national, via Éric Zemmour, via nos porte-paroles dans les médias, via Internet et les réseaux sociaux, ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est que c'est sur le terrain, que c'est dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, que nous pourrons aller chercher le plus d'électeurs. Et pour cela, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de vous quotidiennement, parce que si l'on croit que le pays est réellement en danger, si nous pensons réellement que le pays est en état de mort cérébrale, c'est à nous de le réveiller. Et pour le réveiller, pardon de vous le dire, mais il faut se bouger quotidiennement. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Vous savez, il y a un adage qui dit la sueur épargne le sang,
Et je crois vraiment que nous sommes en plein dedans. Le travail harassant de militants nous permettra peut-être de gagner et donc nous permettra d'esquiver une guerre civile sur notre propre sol. Nous permettra d'esquiver des envahisseurs qui seront là pour nous détruire. Alors, ayons ça en tête, ayons cet adage qui incite à préférer le travail et la labeur plutôt que la guerre, parce que si nous n'arrivons pas au pouvoir dans les prochaines années, en effet, la situation sera peut-être irrémédiable. Mais pour finir sur une note d'espoir, il y a 800 ans, en 1223, Philippe Auguste mourait, les constructeurs mouraient. Aujourd'hui, à la place de Philippe Auguste, nous avons un des constructeurs, nous avons Macron, qui après 100 jours, nous avait promis de faire un bilan, nous avait promis qu'il serait au rendez-vous. Eh bien écoutez, aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas osé prendre la parole, et nous avec Reconquête, nous la prenons pour vous dire que rien n'est perdu, parce que vous êtes là, parce que nous sommes motivés, et parce que nous avons de grands projets pour la France et pour les années à venir. Vive Éric Zemmour, et surtout, vive la France! Je vais laisser la parole à Nicolas. Simplement, si vous pouvez vous asseoir, parce qu'il y a des personnes derrière vous qui ne peuvent pas voir et que chacun puisse prendre sa place. Il y a des personnes aussi qui attendent. Bien, chers amis, c'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je me déplace un petit peu parce que je suis, comme tous les Gaulois, j'ai un peu peur que le ciel me tombe sur la tête, ou en tout cas que la tonnelle s'effondre sur moi pendant que je parle. Merci de votre présence très nombreuse. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour cette deuxième édition de la Fête des Menhirs. C'est la fête de Reconquête en Bretagne. Merci de votre présence particulièrement nombreuse, venant des 4 départements de cette belle terre de Bretagne, entre terre et océan, cet endroit absolument magnifique. Et c'est un Normand qui vous le dit, puisque nous sommes à quelques centaines de kilomètres du Mont-Saint-Michel, il n'y a pas de sujet litigieux entre nous aujourd'hui. C'est en tout cas une grande joie de venir clôturer avec vous aujourd'hui en Bretagne une année militante, une année de reconquête et une année de construction de notre mouvement. 2022 a été la création d'une nouvelle force politique, la seule vraie nouveauté d'ailleurs des élections de 2022. Stanislas l'a rappelé à l'instant, 2 500 000 voix, un grand mouvement politique de plus de 100 000 adhérents. Ce sont des bases extrêmement solides qui permettront de construire une droite authentique, une droite qui ne cède pas face à la gauche, une droite qui ne cède pas face aux dictats médiatiques, une droite qui ne cède pas face au politiquement correct, une droite qui mène aussi tous les combats électoraux, les combats culturels, les combats politiques et intellectuels, ne laissant aucune parcelle de jeu à la gauche et à l'extrême gauche, qui a trop l'habitude de prospérer sur les manquements, les lacunes, les dérives et les lâchetés de la droite. Mes chers amis, nous sommes aussi évidemment, et peut-être d'abord aujourd'hui, un 14 juillet. Et pour nous, c'est l'occasion de célébrer la France, de célébrer la nation française, quand certains voudraient réduire cette fête nationale à la célébration de la terreur révolutionnaire. Eh bien, nous sommes aujourd'hui rassemblés sous le patronage du comte de Chambord, de Bayard et du Guesclin, de Sainte-Blandine et de Sainte-Jeanne d'Arc, pour rappeler précisément que pour nous, la France, la civilisation française, puise ses racines très anciennes et très profondes dans le baptême de Clovis, il y a 1500 ans, qui a fondé la nation française, une nation chrétienne. Et si bien sûr, nous ne remettons pas en cause la forme actuelle du régime en France, c'est-à-dire la République, nous savons que la solidité, la grandeur et le rayonnement de la France, ça n'est pas simplement les 200 dernières années, mais c'est ces siècles et ces siècles d'une nation qui s'est forgée dans l'épreuve, dans le labeur, dans le sang et dans le sacrifice de nos ancêtres. Et c'est en leur nom, en leur mémoire, et parce que nous sommes les dépositaires, les humbles dépositaires, les humbles héritiers de cet héritage fabuleux, que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui bien sûr en Bretagne, mais engagés surtout derrière Éric Zemmour pour la reconquête, pour que la France survive. Cette année de construction, ça a été l'occasion d'organiser dans toute la France, en métropole et même en Outre-mer, nos fédérations. Et je voudrais évidemment remercier Franck de son accueil
Il est à la fois le local de l'étape, le responsable départemental du Morbihan, mais aussi celui qui coordonne l'ensemble de nos fédérations bretonnes. Merci évidemment à nos 3 autres délégués départementaux, avec leurs équipes, avec vous tous. Ils font vivre la reconquête de manière concrète, efficace, opérationnelle, mobilisés sur le terrain, comme à Callac, où nous avons obtenu une belle victoire, parce que Reconquête a été là. Eh bien, nous avons fait céder l'État macroniste qui voulait répartir les migrants dans nos campagnes, ce qui est absolument insupportable. Et cette victoire de Callac illustre bien la manière dont nous concevons le combat politique. Oui, bien sûr, nous sommes présents aux rendez-vous électoraux, qui sont indispensables pour ancrer notre mouvement durablement, pour avoir des élus, et nous en avons déjà des centaines, nous en aurons beaucoup d'autres dans le futur, et surtout pour accéder au pouvoir, parce que nous savons qu'aujourd'hui nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre, face à ceux qui veulent détruire la France et qui la détruisent au quotidien. Eh bien, il faut organiser ce grand renouveau. Et il faut évidemment, Stanislas le disait tout à l'heure, ne pas perdre espoir et redonner l'espoir aux Français. Nous connaissons tous des millions de nos compatriotes qui renoncent à exercer leur droit de citoyen, à voter, qui ne croient plus dans la politique, et on peut le comprendre. Ils ont été déçus, écœurés, trahis par la vraie gauche et par la fausse droite, et ils se désolent d'une situation toujours plus dramatique de notre pays. Eh bien, à ces Français, nous adressons ce message d'espoir. Oui, la France va mal. Et nous sommes les premiers à porter un constat lucide, loin de la démagogie qui caractérise presque toutes les autres forces politiques. Mais en même temps, dans l'histoire de France, il y a toujours eu des moments critiques. Toujours eu des moments où l'existence même, parfois, notre nation était en cause, et toujours il y a eu celles et ceux qui se lèvent et qui montrent la voie. Et elle est là, la mission des militants de Reconquête. Elle est là, notre mission historique, par-delà les batailles politiques et électorales successives. Et puis nous le voyons aujourd'hui, eh bien, la France a tellement besoin de la droite civilisationnelle que nous représentons. Les électrices et les électeurs de droite, qui sont systématiquement privés du pouvoir parce que la droite est divisée, et parce que la gauche, même minoritaire électoralement, sait maintenir, préserver son emprise sur la culture, son emprise sur l'éducation nationale, son emprise sur les syndicats, son emprise sur le monde associatif, son emprise sur les médias, de sorte que la France n'a jamais été autant à droite, et en même temps, elle n'a jamais autant subi le pouvoir de la gauche. Et elle est là aussi, la démarche de Reconquête. Bien sûr que c'est une démarche de renouveau et de redressement national, et Éric Zemmour, quand il s'est lancé dans cette bataille, et certains d'entre vous l'ont suivi dès les premières étincelles, dès les premiers jours, dès le meeting de Villepinte, et parfois même quelques mois avant, eh bien c'était justement pour redonner leur lettre de noblesse à la politique. On voit des partis, Macron le premier, dont la seule préoccupation est l'humeur à l'instant T de l'opinion. Ces gens-là n'ont pas de vision pour la France. Ils n'ont pas de vision pour les Français. Ils regardent simplement la courbe des sondages. Ils regardent simplement l'opportunité politique et électorale et s'adaptent aux circonstances. C'est la négation de la politique. La politique au sens noble du terme, ça consiste à placer en priorité les grands enjeux et les grands défis que nous devrons relever collectivement. Et c'est l'immense mérite d'Éric Zemmour d'avoir commencé en définissant comme défi principal à relever le grand remplacement et le grand déclassement de la France. Et aujourd'hui, et ces derniers jours et ces émeutes ethniques dans nos banlieues ont montré à quel point cette préoccupation était d'actualité. Alors, on a entendu, vous vous en souvenez, les médias nous dire « mais non, c'est un mensonge, le grand remplacement, mais non, c'est une théorie complotiste ». On n'entendait pas le moindre début d'argumentation. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que les Français, aux 2 tiers d'entre eux, considéraient en effet que le grand remplacement était une menace. Et là encore, aujourd'hui, eh bien, on peut rappeler la vérité des chiffres. La vérité des chiffres, elle est simple. Nous sommes une nation de 70 millions d'habitants. Et nous subissons, depuis des décennies, 500 000 entrées légales par an. 300 000 titres de séjour, accordés comme des petits pains. 120 000 demandeurs d'asile, qui ne sont évidemment pas éligibles au droit d'asile, ils ne sont pas persécutés à titre personnel dans leur pays pour des motifs philosophiques ou religieux. Ils sont simplement venus en France parce qu'ils vont pouvoir bénéficier d'aides, d'avantages, d'allocations et même de naturalisation
sans avoir à rien faire et sans avoir ni à travailler, ni à s'assimiler à la nation française. Bravo. Et on peut ajouter à ces chiffres les dizaines de milliers de mineurs isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés, les dizaines de milliers de clandestins qui viennent en France avec la certitude d'être tôt ou tard régularisés. Eh bien, face à cette situation hors de contrôle, dans un pays de 70 millions d'habitants, 500 000 entrées par an, en quelques décennies, en effet, nous risquons d'être remplacés. Et pourtant, eh bien, la solution, elle existe. Elle consiste d'abord à couper le robinet. Elle consiste ensuite à organiser la remigration sans état d'âme de tous ceux qui n'ont rien à faire en France. Les étrangers clandestins, les étrangers délinquants, les étrangers criminels, les étrangers radicalisés islamistes et aussi ces étrangers qui viennent vivre au crochet de nos comptes publics et de nos comptes sociaux n'ont qu'une seule vocation, celle de partir. Et mes chers amis, la droite civilisationnelle, c'est celle qui a conscience aussi que nous combattons bien sûr cette immigration de masse et ses conséquences économiques, sociales, sécuritaires, mais bien au-delà. Nous défendons une vision du monde. Nous défendons une certaine manière d'être de la France sur la scène mondiale. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour, dès les premières semaines de l'élection présidentielle, s'était rendu avec Philippe de Villiers en Arménie. J'y étais moi-même il y a quelques mois avec notre sénateur Stéphane Ravier. Nous avons aussi eu l'occasion, ces derniers temps, d'exprimer notre solidarité aux chrétiens d'Orient en Irak, aux Serbes chrétiens du Kosovo, parce que notre vision civilisationnelle, c'est aussi la France qui est capable de rayonner à travers le monde par sa grandeur et d'exprimer sa solidarité à l'égard de celles et ceux qui ont la même source civilisationnelle que nous. Ça n'est pas un repli sur soi-même. Nous ne voulons pas bunkériser notre pays, mais nous savons simplement qu'une France qui rayonne, qu'une France qui défend nos frères chrétiens partout dans le monde, eh bien c'est aussi une France qui est forte et qui ne subit pas en son sein, sur son sol, une immigration de masse et un islam conquérant. Mes chers amis, les émeutes de ces derniers jours ont révélé la faillite totale des pouvoirs publics. Comme ça a été dit par Franck tout à l'heure, les émeutes se sont arrêtées au bout de quelques jours, non pas parce que Darmanin aurait été efficace, non pas parce que Macron aurait été capable de fermeté, non pas même parce qu'on aurait accordé à la police et aux forces de l'ordre d'une manière générale des moyens, des ordres, des moyens humains et matériels pour remettre de l'ordre en France. Non, simplement parce que les barbus et les dealers ont sifflé la fin de la récréation. Exactement comme nous avions eu il y a 2 ou 3 ans à Dijon, un affrontement violent entre les bandes maghrébines et tchétchènes. Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui ont arrêté cette guerre. Ça s'est réglé à la mosquée, sous le contrôle et l'autorité des imams. Voilà l'état de la France. En réalité, dans ces cités, non seulement l'ordre républicain ne s'applique plus, non seulement la France est écartée, mais c'est évidemment, parce que la nature a horreur du vide, un autre ordre qui s'est installé. C'est la loi des caïds, la loi des barbus, la loi islamique qui s'applique dans des quartiers entiers de France. Et ces émeutes ethniques, eh bien, on pourrait parfaitement y mettre un terme. Il faut simplement de la volonté politique et prononcer des peines absolument exemplaires. Si ceux qui se permettent de descendre dans la rue, de tirer des mortiers d'artifice sur les policiers, d'attaquer les mairies et les commissariats, de mettre le feu à des crèches et à des commerces, risquaient des années derrière les barreaux, eh bien immédiatement ils s'arrêteraient. Mais en réalité, ils savent qu'en France, ils bénéficient non pas d'un sentiment d'impunité, mais d'une impunité réelle. Ils savent qu'ils ont peu de chances d'être interpellés parce que Darmanin n'a qu'une hantise, c'est la peur panique de la bavure. Ensuite, même s'ils sont interpellés, ils ont peu de chances d'être condamnés à hauteur de ce que prévoit le code pénal. Et enfin, même s'ils sont condamnés à une peine de prison, eh bien ils ont toutes les chances qu'elle ne soit pas appliquée ou qu'elle ne soit que très partiellement appliquée, de sorte que quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils sont à nouveau à l'air libre, en pouvant à nouveau commettre des crimes ou des délits sur notre sol. Eh bien, il faut en finir avec cette impunité insupportable. Il faut en finir avec le laxisme. Il faut faire preuve d'une sévérité exemplaire, que les étrangers
les délinquants issus de l'immigration, qui représentent l'immense majorité, pour pas dire la totalité de ces émeutiers, n'est que deux perspectives possibles, l'avion ou la prison. Et puis, mes chers amis, la droite civilisationnelle que nous représentons, c'est aussi celle qui défend la valeur travail contre l'assistanat. Et c'est devenu insupportable en France de voir ceux qui travaillent subir des taxes, des impôts, des normes, des réglementations toujours plus importantes, avec le prétexte environnemental qui vient s'ajouter aujourd'hui à la faillite totale, à la gabegie totale qui caractérise l'État français. L'État français n'assume plus ses missions fondamentales. Il n'assume plus ses fonctions régaliennes. Il n'assume pas la police. Il n'assume pas la justice. Il ne protège pas les frontières, mais il demande toujours plus à ceux qui travaillent pour faire vivre un système totalement scandaleux, totalement injuste, où il y a toujours moins de personnes qui travaillent et toujours plus de personnes qui viennent bénéficier de la générosité de la France. Eh bien, cette situation insupportable, honteuse, qui est le fait d'ailleurs d'une gauche qui a installé dans notre pays l'idée que le travail ne serait pas la manière de s'épanouir et pour chacun, la manière de trouver ses aspirations dans la vie et de transmettre du patrimoine à sa famille, à ses enfants, mais simplement, eh bien, ce serait un concept capitalistique d'oppression des classes laborieuses. On a vu que ces gens-là nous ont imposé les 35 heures. Il fallait travailler absolument le moins d'heures possible par semaine. Les mêmes, on les a entendus pendant tout le débat sur les retraites, nous dire qu'il faut travailler le moins d'années possible dans sa vie. Sandrine Rousseau, qui n'est pas à une bêtise près, a théorisé même tout ça en nous expliquant qu'il y avait, disait-elle, un droit à la paresse. Mais en oubliant un peu vite que le droit à la paresse des uns, on voit très bien de qui il s'agit d'ailleurs, eh bien il est quand même financé par le travail des autres. Et les Français aujourd'hui n'en peuvent plus que le fruit de leur travail, au lieu de leur revenir, est englouti dans des taxes et des impôts qui financent l'assistanat, qui financent l'immigration, qui financent la politique de la ville qui a coûté 120 milliards d'euros en 30 ans à la France. Pour quel résultat quand on voit l'état de nos banlieues? Pour peindre des cages d'escalier qui sont aussitôt détruites, pour financer les grands frères, les salariés à grand fort d'associations diverses et variées, tout ça soi-disant pour calmer les petits frères, et tout ce petit monde se retrouve à la mosquée salafiste le vendredi. Comment peut-on admettre que l'argent des Français soit utilisé de cette manière? Et donc il est urgent, et malheureusement on l'a vu pendant le débat sur les retraites, on a eu toutes les 50 nuances de gauche dans le discours de l'Assemblée nationale. Non pas un vrai débat de qualité, non pas la voix d'une vraie droite qui s'assume, mais Macron qui défend sa petite réforme comptable, qui ne règle rien, pour équilibrer un système de retraite par répartition. Il y a 3 outils principaux, 3 leviers principaux, l'emploi, la natalité et la lutte contre la fraude. Comme il s'est attaqué à aucun des 3, eh bien la petite réformette comptable ne réglera rien. Mais en face de lui, qu'est-ce qu'on a vu? La gauche tenant un discours de gauche assumé, pour l'assistanat, pour travailler toujours moins, pour organiser et accélérer même le déclassement de la France dans la compétition mondiale. Mais on a vu aussi, et c'est particulièrement désolant, les Républicains se couper en deux, d'un côté avec Ciotti, ceux qui voulaient jouer les supplétifs de Macron, et de l'autre avec Pradier, ceux qui tenaient un vieux discours de centre-gauche chiracien. Et puis enfin, on a vu le Rassemblement national, incapable de porter les vrais débats, incapable de défendre les valeurs de droite, et aligné finalement avec moins d'intensité et moins de travail sur le discours de la gauche, c'est-à-dire celui de la NUPES. Eh bien, quand on nous disait il y a un an que l'absence de majorité relative pour Macron à l'Assemblée allait permettre un vrai débat, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette promesse n'a pas été tenue. Aujourd'hui, plus rien d'intéressant ne se passe à l'Assemblée nationale. C'est un spectacle pitoyable où on a une gauche sous différentes formes qui joue les prétendues oppositions à Macron, mais le vrai débat, il se passe sur le terrain, il se passe dans les médias, et puis à l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs devenue de plus en plus, au fil des années, on peut le regretter, une chambre d'enregistrement de décisions qui sont prises ailleurs, notamment à Bruxelles. Mais la droite du travail, la droite des valeurs que nous défendons, eh bien c'est celle qui veut défendre les entrepreneurs, celle qui veut défendre les créateurs, ceux qui veulent enrichir notre pays par leur talent et par leur travail. Et aussi, bien sûr, encourager les Françaises et les Français, y compris les plus modestes, eh bien,
à s'émanciper par le travail, à condition bien sûr qu'ils aient un vrai intérêt à travailler, alors qu'aujourd'hui, eh bien, des millions de Français voient simplement que s'ils travaillent plus, ils ne gagneront pas plus, parce qu'ils viendront combler le puits sans fin, le puits sans fond, pardon, des dépenses publiques de l'État. Et donc il faut sortir de ce schéma-là, il faut que l'État assume ses missions, qu'il protège l'économie française, ce qu'il ne fait pas, et que pour le reste, il baisse les taxes et les impôts, il baisse les contraintes, il baisse les normes qui sont aujourd'hui les plus élevées au monde, pour permettre à nos entrepreneurs d'entreprendre, à nos entreprises d'être compétitives, et aux Français de vivre décemment des fruits de leur travail. Et puis, mes chers amis, nous sommes aussi cette droite civilisationnelle qui a conscience que nous sommes aujourd'hui face à une vaste entreprise de démolition et de déconstruction de nos valeurs fondamentales. Et là encore, il ne faut compter que sur Reconquête pour porter la voix des Français. On voit la fausse droite, le Rassemblement national, tétanisé par la gauche, subir la propagande LGBT sans être capable de s'y opposer. Les mêmes qui ont accepté le mariage homosexuel, qui ont accepté la PMA sans père, qui accepteront demain sans doute la GPA et l'euthanasie, eh bien il faut être au rendez-vous, que Reconquête soit là, soit l'aiguillon d'une droite qui s'assume, rassemble les électrices et les électeurs de droite qui ont conscience que la civilisation française, sans doute l'une des plus belles que la Terre ait portée, eh bien, elle doit aussi son existence et son rayonnement à ces valeurs fondamentales sur lesquelles nous nous sommes construits. Et aujourd'hui, voir que le gouvernement, Emmanuel Macron, Pape Ndiaye et quelques autres veulent utiliser nos enfants dans les écoles comme des cobayes pour leurs délires idéologiques, veulent faire du bourrage de crâne LGBT, veulent leur expliquer toute la journée que l'histoire de France est critiquable et contestable, mettre en exergue les pages sombres, nier les pages glorieuses, déboulonner les statuts, c'est ça leur projet. En réalité, c'est un projet de démolition et de déconstruction. Eh bien, nous devons être au rendez-vous. Nous ne sommes pas, comme le disent bêtement certains, des gens qui seraient conservateurs au sens où nous aurions les yeux dans le rétroviseur. Non, nous sommes simplement conscients qu'il y a beaucoup de choses à conserver dans cet héritage. Nous ne sommes pas de gauche. Nous ne voulons pas faire table rase du passé. Nous sommes conscients que les sacrifices de nos ancêtres, et c'est particulièrement important de le rappeler en ce jour de fête nationale, eh bien ces sacrifices immenses de nos ancêtres, ils nous obligent. Nous avons des devoirs envers eux, à la fois envers les générations passées qui nous ont montré la voie et qui ont fait de la France ce qu'elle est, et envers les générations futures pour ne pas leur léguer un pays couvert de dettes et terrassé par l'immigration. Mes chers amis, nous avons des grandes batailles à mener, encore. Et à la veille de la trêve estivale, où j'espère que vous pourrez prendre du temps pour vous reposer aux côtés de vos proches, de vos familles, eh bien je voudrais vous dire que dès la rentrée, nous aurons la bataille, notamment des Européennes, qui nous rassemblera avec une vision d'une Europe civilisationnelle, à rebours total de cette Union européenne dont on nous disait qu'elle apporterait la croissance, le rayonnement, et qui a organisé notre impuissance collective. Oui, nous sommes européens, au sens où nous sommes attachés à cette communauté de civilisation. Nous avons conscience de notre histoire commune, de notre culture commune, de notre religion dominante commune, et aussi de défis qu'ils soient civilisationnels, de défense de nos frontières, qu'ils soient économiques et industriels pour que l'Europe et les nations européennes eh bien, ne soient pas déclassées dans la compétition mondiale. Nous avons des défis communs à relever, mais il faut évidemment changer de fond en comble, du sol au plafond, cette Union européenne. Aujourd'hui, elle est entre les mains de la Commission européenne, 27 commissaires, personne ne les a élus, personne ne les connaît d'ailleurs, mais ils ont tous les pouvoirs. 35 000 fonctionnaires dans des bureaux gris à Bruxelles qui veulent décider à la place des peuples et à la place des gouvernements légitimement élus. Eh bien, il faut sortir de cela, il faut une Europe pragmatique, efficace, des coopérations. On n'est pas obligé de tout faire à 27, en respectant les singularités, les spécificités, c'est-à-dire les souverainetés nationales. Et aujourd'hui, cette Europe civilisationnelle que nous appelons de nos voeux, eh bien, elle peut émerger. Pourquoi ? Parce que Reconquête n'est pas un épiphénomène. Reconquête n'est pas un phénomène marginal qui n'existerait qu'en France.
En réalité, il y a partout en Europe et même dans le monde occidental une résurgence spectaculaire des identités et des nations. Aujourd'hui, nous avons Viktor Orban au pouvoir en Hongrie, le Parti droit et justice au pouvoir en Pologne, Giorgia Meloni au pouvoir en Italie grâce à la constance dans les convictions et au Rassemblement des droites. Vox qui peut-être dans quelques jours, le 23 juillet, accédera en coalition gouvernementale à la tête de l'Espagne en remplacement des socialistes. En Europe du Nord, je me suis rendu avec Marion en Suède il y a quelques semaines, en Finlande aussi d'ailleurs, eh bien c'est la droite civilisationnelle qui est en coalition gouvernementale ou qui est l'aiguillon des politiques, notamment en matière d'immigration. On voit bien que nos idées, nos valeurs, une droite qui s'assume, une droite qui ne cède pas, une droite qui ne baisse pas la tête, eh bien c'est ce qui est en train de gagner partout en Europe. Et Reconquête s'inscrit dans ce mouvement. Et nous sommes aux côtés des autres nations. Nous ne sommes pas préoccupés uniquement par notre sort. Quand nous défendons notre identité, quand nous défendons nos valeurs, quand nous défendons la souveraineté nationale comme outil indispensable de préservation de notre identité, eh bien en réalité nous défendons les mêmes valeurs pour toutes les nations et tous les peuples d'Europe et du monde. Nous considérons en effet qu'il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bien sûr, cette belle formule du général de Gaulle, mais il y a aussi aujourd'hui, et c'est particulièrement d'actualité face à l'immigration de masse, un droit des peuples à rester eux-mêmes. Mes chers amis, je voudrais conclure en vous disant que vous êtes aujourd'hui cette élite française qui, au lieu de se regarder le nombril, au lieu de se préoccuper de son sort, au lieu d'essayer de tirer quelques avantages personnels du combat politique, eh bien vous faites partie de cette élite qui, dans un élan de générosité, s'engage au sein de Reconquête, derrière Éric Zemmour, Marion Maréchal et tous les autres, au service des Français, au service de ces Français qui souffrent, au service de ces Français qui parfois nous agacent parce qu'ils n'ouvrent pas les yeux assez vite. Mais ces Français qui ont tellement besoin d'une force comme Reconquête. Ce peuple français qui mérite tellement d'être défendu dans son identité, sa sécurité, ses libertés fondamentales et sa prospérité. Et notre mission, notre engagement, notre combat dépasse chacun d'entre nous, dépasse évidemment nos sorts individuels. Et c'est ce qui fait la beauté de notre mouvement. Au-delà des moments d'action politique, électorale, au-delà des moments comme aujourd'hui, des beaux moments de convivialité, nous avons cette mission historique de redonner l'espoir aux Français et de redonner à la France, à la civilisation française européenne, ses lettres de noblesse, sa grandeur et son rayonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour cet excellent discours détaillé. Je pense qu'on a tous appris et compris de nombreuses choses. Je vais faire juste ma publicité 2 minutes. Vous vous doutez que 15 € pour entrer aujourd'hui, c'est un petit peu juste. Alors on vend plein de choses, des petits mugs, des briquets, des crayons, des stylos, tout ça se trouve juste derrière vous. Si vous avez quelques minutes pour contribuer à l'organisation future, nous organiserons, après l'université d'été nationale, nous organiserons une sorte de compte-rendu et nous espérons pouvoir revenir ici et pouvoir à nouveau installer ces chapiteaux et tous ces éléments-là. En tout cas, Nicolas, je te remets le mug Reconquête Morbihan avec indiqué derrière, et surtout, vive la France! Je vous propose maintenant de chanter la Marseillaise, qui reste l'élément qui nous réunit tous. Merci de vous lever. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, une État sont élevés, une État sont élevés. Entre nous, on
commence et bon appétit à tous. Merci à tous. Derrière le niveau d'inféodation aux États-Unis de la Commission européenne n'a jamais été aussi, jamais aussi ostentatoire. Il a raison, mais là maintenant il est assumé. C'est incroyable. Voilà où ça. On est entièrement d'achat. Oui, en fait, à titre personnel, souvent il a des bonnes positions, pour se représenter, mais le problème c'est qu'il est dans le PPE avec ses amis de LR qui souvent dans sa mal sur la droite tous les jours. Donc lui-même, oui, bien sûr, on a. Vous souvenez, moi, quand j'ai fait les protestations officielles contre l'exposition christianophobe au Parlement européen, bon, ben, il a signé avec nous. Il a bon esprit, hein, il est au fond, sur le fond, à titre personnel, il est sans aucune, mais il est complètement englué dans le PPE. Mais bon, on travaille à des convergences. Voilà, surtout c'est un scandale incroyable. Ah oui, a montré que les études européennes, en réalité, elles ne construisent pas l'Europe, elles détruisent l'Europe. La vraie Europe, la civilisation européenne, elle est en train de la détruire. Est-ce que l'Allemagne peut pas dire « Oh, j'ai tout l'or, je m'éclipse ». Oui, toujours. En même temps, l'Allemagne bénéficie aussi de Mais là, jusqu'à ce matin, ils vont pas en bénéficier, c'est que pour les demander aussi, évidemment. Et seulement là, ils vont être très bénéficiés. Non, mais je pense que cette histoire-là, ils vont être obligés de céder. Peut-être que c'est eux qui vont casser le truc. Oui, c'est possible. C'est possible. Ils regardent comme l'eau sur le Oui, c'est très possible. C'est très possible, surtout qu'il y a quand même une concurrence directe entre Scholz et Van der Leyen. Van der Leyen, en réalité, il y a des réactions populaires, mais on n'est pas aussi France, on n'a pas ça. On est contre l'Europe et contre Kiev. On n'a pas ça. Tout le monde est... écrase.